Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'astrologie. Alors pour les personnes qui me connaissent depuis plus longtemps, vous savez très bien que je vous parle souvent d'astrologie, même si on n'a fait qu'une émission, c'était sur l'astrologie sidérale, celle-là. Je vous mettrai le lien de façon en lien en fin de vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur l'astrologie tropicale, celle qui est pratiquement pratiquée en Occident, mon Dieu c'est beaucoup de pratiques, qui est surtout pratiquée en Occident, c'est celle que Madame Soleil, on va dire, dans les années 50, si je ne m'abuse, du côté francophone en tout cas, a disons permis à tous et toutes d'écouter l'astrologie, quelque chose qui n'était pas vraiment connu après-guerre, et qui a été d'ailleurs, c'est ce qu'on disait avec mon invité hors antenne, souvent peu bien accueilli, on va dire que ça comme ça, mais ça change. Donc c'est pour moi une science exacte, quasi parfaite, ça c'est moi qui le dis. C'est même une clé de compréhension de notre vie, qu'elle soit intérieure, extérieure, et donc du monde qui nous entoure, et bien plus encore. Et savez-vous d'ailleurs que vous faites de l'astrologie sans le savoir au quotidien, de manière consciente et inconsciente? C'est ce qu'on va en tout cas voir aujourd'hui avec mon invité, un astrologue renommé, qui est installé depuis 1988, qui a déjà plus de 20 000 thèmes à son actif. Vous le connaissez certainement si vous suivez cette vidéo, ce thème d'astrologie aujourd'hui, c'est Jean-Yves Espier. Bonjour Jean-Yves, comment allez-vous? Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va parler donc d'un sujet qui me tient à cœur, je crois que les auditeurs l'ont compris, l'astrologie. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... Alors, c'est vrai que c'est une science qui peut faire peur, parce que effectivement, si on va plus loin, c'est je dirais même une science assez complexe, assez compliquée, mais pas pour autant difficile à assimiler, à comprendre, à appréhender plutôt. Et c'est ce que vous faites, vous, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, tous les jours, quasiment tous les jours. Vous présentez effectivement soit effectivement le thème, d'ailleurs ça on en reparlera à la fin. Pour l'instant il y a tous les signes qui ont été analysés pour l'année 2023, donc ça je vous mettrai de toute façon tout ça en lien bien sûr dans la description. Nous y reviendrons à la fin, et effectivement vous vouliez parler effectivement dans cette émission de l'astrologie de manière consciente et inconsciente. En fait quelque part ça nous régit un peu, j'ai envie de dire. Le préambule, il me paraît très clair. Pour moi, c'est une science humaine. Une science humaine, qu'est-ce qu'une science humaine? Qu'est-ce qu'on classe dans la catégorie des sciences? C'est ce qui ne souffre aucune exception. Or, j'allais pas dire la spécificité plus précisément de l'astrologie laisse apparaître un champ de paramètres intervenants beaucoup plus riche qu'une notion en soi qui peut être réduite mécaniquement et circonscrite structurellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Depuis l'aube de l'humanité, on reçoit des influences planétaires autour de nous. C'est flagrant dans le cas des pleines lunes, des nouvelles lunes, c'est flagrant. Tous ceux qui sont nés au moment d'une pleine lune sont plus sensibles que les autres au mécanisme de répétition des pleines lunes. Et pleines lunes, c'est quoi? C'est tout bête. C'est nous, on est sur Terre, on regarde ce qui nous influence. D'un côté, il y a le Soleil, en opposé, de l'autre côté, il y a la Lune. Le Soleil, c'est la partie consciente, la Lune, c'est la partie inconsciente. On est dans cette dualité depuis l'aube de l'humanité. Dès qu'il y a une tension qui se réveille, ça nous colore. Alors, il y a plus de gens qui font des bêtises, plus d'agacement, plus d'accouchements. Enfin, c'est flagrant. Voilà, il y a une grosse marée, etc. Il y a l'influence. Elle est flagrante pour ça, mais elle l'est de façon beaucoup plus fine pour tout le reste. Comment ça fonctionne, l'astrologie? Ça vous intéresse d'avoir une idée un peu extérieure, un peu globalisante? La singularité sur laquelle je m'appuie, à titre personnel, c'est d'essayer de faire au plus simple. Pourquoi? Parce que ce qui est cohérent s'énonce clairement. Et plus on est simple dans un mécanisme, après c'est empirique, on rajoute des pierres sur l'édifice de la construction du raisonnement, mais toujours être simple pour rester accessible. Le principe de l'astrologie, c'est extrêmement binaire. C'est pour ça que je voudrais qu'on s'imprègne de ce système binaire. Depuis l'aube de l'humanité, allez, on va réduire, depuis 2-3 millions d'années, on est construit sur un système binaire, c'est le cas de le dire, avec une partie extérieure, dès qu'il y a un rayon de lumière, soleil, on va chercher de quoi boulotter. J'adore ce mot, cette expression boulotter, je l'adore. On va chercher de quoi substanter, se nourrir. On est en mode survie. La condition solaire nous pousse à sortir de la cahute de la grotte pour chercher de quoi nous nourrir. Voilà, pêche, cueillette, chasse, tout ce qu'on veut. Et puis, une fois qu'on a crapéhuté toute la journée, depuis Homo erectus, depuis qu'on se dresse pour aller galoper, une fois qu'il n'y a plus de lumière, on rentre dans la cahute, dans la grotte, et on est dans l'univers intimiste. On est dans l'univers du ressenti.
on est dans l'univers absolument plus analytique, mais on est dans l'univers des émotions, et par extension, on crée cette segmentation conscient-inconscient, extérieur-intérieur. Pourquoi? Parce qu'on pourrait fragmenter, pour mieux les réunir, deux types d'intelligence qui sont l'intelligence analytique, d'observation pratique. On est structurellement, nous les mammifères, que nous sommes des prédateurs. Pourquoi? Quand on les reconnaît physiologiquement, aux deux yeux qui regardent dans la même direction pour nous permettre d'identifier la distance qui nous sépare de nos proies. Donc on a, de façon très binaire, des comportements plutôt psychotiques en deçà d'un borderline, pour rester simple, maîtrisé, on a des obsessions rapportées à manger, et le soir, on est dans une dynamique névrotique qui est plus d'imprégnation affective, qui est le siège de notre assimilation émotionnelle, donc le siège de notre inconscient. On est construit sur ces deux modes-là, en permanence. Donc lorsqu'on s'intéresse à comprendre quelqu'un avec l'astrologie, le premier réflexe qui est le mien consiste à identifier le plus rapidement possible où en est la personne dans ses besoins conscients et ses besoins inconscients, ses visées extérieures lucides et ses ressentis émotionnels par essence subjectifs, parce que le fruit de notre histoire, le fruit de notre vécu, tout ce mixte-là, c'est notre partie inconsciente, ce n'en est que l'émanation de ce qu'on pourrait, au sens large, réduire comme l'intelligence émotionnelle. Une base. L'analyse finalement d'un individu, entre guillemets, l'analyse n'est pas que solaire. Elle n'est pas que solaire, elle est aussi lunaire, elle est globale. Et là, on pourrait presque dire de manière holistique. Les auditeurs connaissent très bien ce mot-là. C'est vraiment ça. C'est dans la globalité des choses. Et puis, de toute façon, c'est ce qu'on disait juste en introduction, les astres, quelque part, là, ce sera peut-être une autre question pour plus tard, mais les astres, quand même, c'est comme une sorte de mécanisme. Mais on peut aussi, si on connaît tout ça, gérer. Rien n'est gravé dans le marbre, Alexis, dans mon esprit. Rien n'est gravé. En revanche, ce qui est subtil, c'est que chez certains, les notions de libre arbitre vont être plus marquées que chez d'autres. Encore une fois, le destin est injuste. Vous avez... c'est multifactoriel. Là, on commence à juste rajouter une pierre sur le raisonnement. Sur ce couple Soleil-Lune, couple conscient-inconscient, qui est la base de tout, on a dans l'histoire de notre évolution, de façon beaucoup plus récente, je crois que ça a 20 ans, peut-être 40 000 ans, éventuellement, à tout casser, certains ont été plus futés, plus rusés, et ont réalisé que si on plantait des graines dans le sol et si on faisait de l'élevage, on pouvait résoudre, je ne vais pas vous parler de la pyramide de Maslow tout de suite parce que ça fait trop compliqué, mais on pouvait résoudre nos besoins fondamentaux alimentaires. On atteignait une sorte de sécurité, tout ou partie de cette sécurité. Et à partir du moment où on a atteint cette logique de sécurité et de stabilité, parce qu'avant on galopait dans toute la planète, dès qu'on avait tout bouloté, on allait voir plus loin. Et là on a commencé à se stabiliser. Et en nous stabilisant, on a constaté un accroissement de population avec l'apparition des CIP-États. Et cet accroissement de population a obligé à mettre en place des règles de vie en collectivité. Des règles de vie en collectivité, c'est tu ne tueras point, tu ne piqueras pas les chèvres de ton voisin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a donc construit des règles de vie. Quelqu'un est peut-être descendu de sa montagne avec des règles indiscutables. Et à partir de là, on a construit ce qu'on appelle le surmoi. Toute l'éducation, dis bonjour à la dame, dis merci, dis au revoir, tous ces automatismes-là, ce qu'on a appelé le surmoi, c'est ce que j'appelle l'ascendant. Et donc, lorsqu'on intéresse à un profil, on s'intéresse à un triptyque. On commence à s'éloigner de la condition solaire de l'horoscope qui ne prend en compte qu'un élément qui est celui qui revient à son point initial tous les ans, qui est le soleil. C'est pour ça que c'est facile de le faire là-dessus. Mais dès qu'on raisonne un peu, déjà on a 3 éléments. Donc quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, quand on dit bonjour à l'autre, c'est l'ascendant qui s'exprime. On voit l'ascendant. Un ascendant scorpion va donner une dynamique comme vous, une dynamique assez intuitive. On sent les gens ou on les sent pas. Les repères sociaux, les codes sociaux, ceux qui ont ad minima une éducation vont être respectueux de ne pas être trop intrusifs dans la relation à l'autre. Et l'ascendant scorpion, vous est très sensible à ça. C'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. C'est très intuitif. Je me suis permis cette image pour humaniser un peu nos discussions, pour la rendre palpable pour chacun. Donc, j'ai cette image projetée. Donc, on renvoie un écho. Ça passe pas, c'est fluide, on sent pas. Quand on connaît quelqu'un mieux, là, on découvre sa condition solaire. Sa condition solaire qui est ce vers quoi on tend en toute conscience dans la vie.
avec plus ou moins de densité, de volonté, de clarté, de visibilité. Et lorsqu'on connaît très bien quelqu'un, lorsqu'on vit avec, lorsqu'on est très proche de quelqu'un, on est en relation avec la lune de l'autre. La lune de l'autre, qui est toute cette intelligence inconsciente, toute cette intelligence relationnelle, émotionnelle, tout ce feeling, les aspirations profondes, mais aussi notre histoire. C'est passionnant ce qui est lié à la lune. L'inconscient, c'est la lune, hein, c'est tout ce qui remonte là. Et puis le mécanisme de la lune, il est absolument passionnant, cette part d'inconscient, parce que c'est le siège de notre équilibre le plus profond. Ce qu'on doit nourrir au quotidien, dans les relations avec les autres. Nous sommes des mammifères sociaux, donc ne jamais sous-estimer la puissance, la portée, l'importance structurante d'être en harmonie avec ses émotions, de faire l'interaction entre la partie consciente et inconsciente, soleil et lune, soleil et lune. D'ailleurs, ce qu'on retrouve en psychanalyse, c'est un ressort tout bête. Si on essaye de faire extirper de façon extrêmement simple l'essence de la psychanalyse, sont des domaines que j'adore. Cela consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots pour fluidifier l'interface. Oui, et de toute façon, et là ce serait la question que je pourrais poser, mais enfin voilà, c'est peut-être pas non plus le débat ici. Est-ce que quelque part on a encore un libre arbitre, Jean-Yves? Est-ce que ces astres nous régissent nos vies et nos vies extérieures, ou est-ce que justement nous avons encore le droit de pouvoir, peut-être en connaissant notre thème astral, et à ce moment-là, en connaissant un petit peu, en prenant conscience que l'astrologie fait partie de nous, et même de tout vivant finalement, qu'on peut quand même, mettre quelques solutions ci et là, et un petit peu jauger avec tout ça. Est-ce qu'on peut... Oui, en réponse à la question, le libre est central dans mon analyse, dans mon mode de fonctionnement. Il est majeur, il est prépondérant, il est prioritaire, mais le destin est ainsi fait qu'il y a plusieurs paramètres à intégrer pour le libre arbitre. De toute évidence, sortons de l'astrologie pour mieux le relier par la suite. Allez voir. Si vous naissez dans un environnement favorisant, des parents stimulants, vous manquez de rien, vous pouvez faire des bonnes études, vous avez une bonne culture générale, vous avez une bonne visibilité, allez, même pas géopolitique, mais très globale sur l'information, qui vous permet de développer la fluidité naturelle de ceux qui sont bien nés, tout simplement, pour dire ça de façon très simple. Vous allez avoir un libre arbitre qui, par structure et par essence, va être nettement plus important que si vous êtes né à Calcutta, à Bombay, dans des univers où le mode survie va rester prédominant pendant l'immense majorité de l'existence et pour le plus grand nombre. Donc déjà, il y a cette injustice structurelle du lieu de naissance et de l'environnement émotionnel, intellectuel, alimentaire, etc. Donc déjà, le postulat change. On a tous des jumeaux parce qu'il y a je ne sais combien de naissances, je crois, ne serait-ce qu'en France, il y a 700 000 naissances par an, donc je sais pas, on a des millions et des millions. On a tous des jumeaux, mais on n'aura pas la même vie. Hein, c'est du bon sens. Donc ça, c'est le premier point. Et puis vient se juxtaposer un interface. L'interface, je pense que vous m'attendez pas sur ces ressorts-là. L'interface, c'est le point de liaison qui existe au-delà du contexte, hein, mais intra-contexte, en fait, dans la relation que vous allez avoir avec vos parents. J'ai eu un exemple très simple qui va résumer. J'ai eu en clientèle 2 parents nés sous signe du Capricorne. J'adore les Capricornes, j'adore leur fiabilité, j'adore leur sérieux, leur intégrité, leur honnêteté, leur capacité de travail. Je les adore, hein, enfant en bulle, hein, comme ça. Voilà. Et ils avaient un enfant lion. Et l'enfant lion, qui a un profil très feu, était pour eux une énigme, parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de lui enseigner des valeurs de rigueur, de tiens-toi droit, mais tais-toi, sois sage, avait une résonance redoutablement étouffante sur la structure du môme qui n'a eu de cesse que de se rebeller par rapport à ça. Donc, on est dans ce point de liaison dans la relation parent-enfant, dans des systèmes où parfois c'est nourrissant et parfois c'est étouffant. Voilà. Et là, on me construit des mécanismes émotionnels profonds sur lesquels je me ferai une joie de développer ad maximum, mais j'ai peur qu'on se perde, donc je vais rester très humble là-dessus. Hein. Mais j'ai déjà cette interface qui est l'intermédiaire. Et puis après, il y a là où je rentre dans mon cœur de sujet, la structure d'un thème de chacun. Vous allez voir comme c'est redoutable. Parce que la façon dont j'approche l'astrologie, je fonctionne sur 2 séquences. Pas plus compliqué que ça au départ. La première séquence, c'est qu'est-ce que veut quelqu'un dans la vie. Vous
voyez, je prends un profil comme le vôtre, Alexis, hein, c'est un profil qui me parle, moi, qui me parle parce que il y a énormément d'eau dans votre ciel, hein, soleil en scorpion, soleil et lune en poisson. J'adore les lunes en poisson, c'est les mères Teresa. Tous les chiens écrasés se refilent leur adresse, seulement c'est des gentils, c'est des mamours. Voilà, mais vraiment, j'en pense un bien fou des lunes en poisson. Et donc, tous ces mécanismes-là fait que ça donne une imprégnation émotionnelle extrêmement importante, avec une recherche de concordance sur l'humain. Donc, c'est très bien, mais donc ça me donne une visibilité sur l'objectif dans la vie, qui est être dans l'humain, la compréhension, essayer de creuser, d'être dans l'utile, etc., qui sont vos mécanismes. Mais chacun a ses mécanismes. Vous avez par exemple les profils très feu. Hein, on avait fait ça avec des copains qui font des recrutements. J'y vais sur le bout des doigts quand je vous raconte ça. Et on avait catégorisé les 4 grandes colorations en matière d'éléments qui sont feu, terre, air, eau. Hein, c'est jamais pur, c'est toujours des mélanges. Mais très globalement, lorsque vous aviez affaire, vous étiez chef d'entreprise ou décideur, vous vouliez motiver votre équipe, lorsque vous aviez un élément feu dans votre équipe, pour le motiver, on lui disait, si tu travailles bien, eh bien tu auras un galon, un statut, tu seras chef. Et mes signes de feu, il y avait un effet magique. Mes signes de terre, hein, feu c'est Bélier, Lion, Sagittaire, mes signes de terre, pour me les motiver, Taureau, Vierge, Capricorne, leur dire si tu travailles bien, toi tu auras plus qu'une boîte au chocolat, tu auras une prime bien sonnante et trébuchante. Et mes signes de terre, ça rentrait dans l'oreille, là ad maxima, c'était imprégné, il fallait tenir. Hein. Et après, mes signes d'air, on leur disait, hein, les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau, ce tronc commun de leur dire si tu travailles bien, déjà j'aime tes idées, hein, c'est dans le conceptuel. Et si tu travailles bien, eh bien, tu pourras te débrouiller comme tu veux, t'organiser comme tu veux, tu t'y prendras comme tu veux pour gérer ton truc. Et on avait immédiatement une mobilisation beaucoup plus volontaire. Et enfin, mes signes d'eau. Enfin, mes signes d'eau. Pour les motiver, on leur disait, si tu travailles bien, eh bien, je t'aimerais encore plus. C'est vrai. Donc, on peut jouer sur plein de paramètres comme ça. Après, et pour terminer sur le raisonnement, pourquoi le destin est injuste, c'est que quand j'approche une quinte du ciel, je vais donc essayer de comprendre les besoins, c'est ce qu'on vient essayer d'étayer avec cette métaphore, cette petite histoire, et puis beaucoup plus subtil, je vais regarder les moyens, ce qu'on a dans les poches. Et là, le libre arbitre devient extrêmement marqué en fonction de la qualité des outils dont on dispose. Il y a 3 outils centraux. Le premier outil central, c'est où était Mercure au moment de la naissance. Mercure, c'est l'intelligence, l'adaptation aux situations. Le deuxième outil central, c'est Vénus, notre capacité à créer des liens émotionnels et humains, notre disposition à aimer. Vous avez des profils qui aiment naturellement et d'autres qui sont infichus d'aimer parce qu'il suffit d'une micro-expérience décevante pour que le mécanisme de repli s'automatise. Vous voyez l'idée typique, hein. Donc ils sont loin des autres. Donc loin des autres, seul on fait pas grand-chose finalement. Et surtout, ça me parle, hein. Et surtout, Mars, la volonté. Je suis un obsédé de Mars dans un thème. Vous avez Mars Verseau, c'est l'énergie autonome, originale, créative, indépendante. Mars, c'est le point central parce que c'est là où on va épuiser la force, la volonté, l'énergie pour dépasser son destin, et ainsi de suite. On pourra en parler pendant des heures. Mais déjà, ça vous donne une base de cette pluralité d'éléments qui, à l'image d'un orchestre, où je vois l'humain comme un orchestre, j'ai un chef d'orchestre qui est le soleil, et il a plus ou moins de musiciens, et ces musiciens sont plus ou moins talentueux. Oui, et c'est surtout ça qu'il faut bien se dire, il n'y a pas de mauvais signes et de meilleurs signes. On a toujours tendance... Non. Alors, de manière très ironique, oh je suis poisson, c'est le meilleur signe, oh je suis lion, c'est le meilleur signe. On fait tous ça, hein. Je veux dire quelque part, quand on parle de signes très très sommairement, on dit tous qu'on est le meilleur. En fait, il n'y a aucun signe mauvais, il n'y a aucun signe meilleur que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous complémentaires, et c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que, comme vous avez très très bien dit, dans une équipe, eh bien, on aura besoin un petit peu de feu selon le travail qui est demandé. On aura besoin d'eau, on aura besoin de terre, peut-être même plus de terre que de feu ou d'eau, ou j'en passe, et de l'air également pour tout ce qui est communication, notamment, on le sait très bien. Mais voilà, c'est quelque chose qui est complémentaire et c'est ça qu'il faut bien se dire, et c'est ça qui est riche finalement, c'est de se dire que au-delà même de l'individu, de la classe sociale, de la religion et j'en passe. L'astrologie, c'est pour ça, pour moi, elle est universelle. Elle représente vraiment l'humain, mais même au-delà de l'humain, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est universel, quoi. Voilà. Absolument. Donc,
on est dans cette logique-là. Et en ce qui me concerne, j'accorde une importance essentielle à la structure fondamentale qui est celle des besoins. Et les besoins, c'est la trame de fond de ce qui nous mobilise. C'est clairement, plus on va être déterminé, volontaire, avec un objectif identifié. Je suis toujours sur mes métaphores de la chasse parce qu'elles sont simples et parlantes. Si vous visez un lapin, vous allez peut-être viser un lapin. Donc visée existentielle, très bien, mais ça va pas être très pérenne en matière d'alimentation. Vous pouvez aussi chasser des gazelles depuis l'aube de l'humanité, et puis de temps en temps, il y en a un qui veut chasser un mammouth. Celui-là, il est plus ambitieux que les autres. Celui-ci, il est né avec un soleil sûrement en lion, et puis peut-être un soleil au midi, comme Napoléon Ier. Napoléon Ier était né au midi, le soleil est très puissant au midi, c'est là où on prend les coups de soleil, et en lion en plus. Donc c'est typiquement le chasseur de mammouths, vous voyez l'idée. Mais si on veut chasser les mammouths, ça me dérange pas, moi, mais il faut qu'on ait des outils dans les poches qui permettent de dimensionner l'effort en conséquence. Donc, et ce que j'essaye de paramétrer, c'est devenu un peu instinctif avec les années, c'est de définir l'adéquation entre les besoins et les moyens de chacun. Vous avez des profils qui ont des besoins humbles. Par exemple, vous êtes poisson, je suis de la Vierge. Nous avons des soleils raisonnés, sobres, pas dominants. On n'est pas sur Terre pour bouffer les autres. Ça nous agace, ça n'a aucun intérêt. Donc, on est plutôt des neutres. Mais donc, si nous avons des bons outils, nous aurons plus de moyens que de besoins, en fait, tout simplement. Et à l'inverse, vous avez des profils avec des gros solaires, des gros égos, des trucs très puissants, souvent les signes de feu d'ailleurs, qui, s'ils n'ont malheureusement pas les bons outils, ils vont être en déséquilibre entre leurs besoins qui seront importants, leurs moyens qui seront moins importants, et eux risquent de déborder sur les autres. Et donc, c'est là où on va avoir le risque d'échec et de déséquilibre entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, qui va être le plus marquant. Vous la sentez, l'équation ? Tout à fait, absolument. C'est oui, on a besoin des 4 éléments, voilà, quoi qu'il arrive en fait dans notre propre vie, et on a besoin de jongler avec ça. On a besoin même de pourquoi pas. Là, j'anticipe un peu peut-être, Jean-Yves, je m'en excuse, mais dans un thème, on dit, oui, mais j'ai déjà entendu des personnes autour de moi dire, oui, mais je n'ai pas de terre dans mon thème astral, comme s'il fallait absolument un élément pour qu'il y ait un équilibre. Effectivement, ça peut arriver qu'il y ait, un peu comme moi à l'instar, beaucoup d'eau, par exemple, dans mon thème, et je vais peut-être pas avoir de feu dans mon thème, je ne sais plus par cœur, mais globalement, est-ce que c'est une carence, ou est-ce qu'on peut justement apporter ce feu qui n'est peut-être pas présent dans le thème astral, mais en apprenant justement des signes feu, en apprenant de la manière dont un signe feu, on va dire, travaille, réfléchit, pense, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut amener finalement un élément en apprenant simplement un peu... Moi, je le sais très bien, j'ai très peu de structure, et depuis que j'ai fait cette chaîne, il y a 7 ans maintenant, ça me donne une structure. J'avais besoin de cette structure. Faire une émission chaque semaine, ça m'apporte quelque part un équilibre que je n'avais pas avant. Rapidement, hein. Mais donc voilà, j'amène donc quelque part une rigueur, quelque chose qui est plus du signe de terre, puisque le signe de terre, on le sait, on les pieds à terre, on la tête bien ancrée, et puis ils sont attachés à toute forme de... Je peux vous soumettre une hypothèse, Alexis. On rentre comme ça par le jeu, parce que ce qui nous manque, et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, c'est l'accès à l'humain. On est dans des sociétés où effectivement énormément de choses sont policées. Il y a ce qui est attendu de par une société qui va de plus en plus vers du paraître, faut être clair, du rapide. Et puis on souffre, mais ça c'est pas récent. On souffre, mais déjà Platon en parlait, Nietzsche l'a remis d'actualité. C'est des notions de stoïcisme. Dans nos sociétés occidentales, le stoïcisme a pris une place surdimensionnée. Qu'est-ce que c'est ? C'est comment on envoyait les gamins à la guerre, c'est en leur disant écoute, ne pleure pas, sois un homme, mon fils, sois un homme. Retiens tes émotions. Ta mère vient de mourir, tu pleures pas, c'est un homme. Donc ça a créé des mécanismes de blocage dont une grande partie des hommes souffrent aujourd'hui. Donc c'est parti des mécaniques comme ça dont on se traîne, etc. Et on se réapproprie depuis peut-être, je sais pas moi, un demi-siècle, grâce à l'apparition plus
plus simplifié, plus accessible de la psychologie, de la psychanalyse, du développement personnel, on se réapproprie ces univers d'intelligence analytique, ce qui fait chez nous les énarques avec des idées un peu comme elles sont, et puis d'autres qui vont travailler beaucoup dans l'humain avec une intelligence émotionnelle qui effectivement nous nourrit de toute cette richesse intuitive de notre cerveau reptilien, parce que nous sommes des mammifères qui avant tout avons sur le cerveau reptilien cet instinct, cette intuition, cet inconscient qui au sens large est tous nos raisonnements chimiques. Voilà. Bon, toujours jongler sur les deux tableaux. Et pour en venir à ce que vous disiez, la structure, moi je ne vais pas la chercher chez la Terre, je vais la chercher chez vous. Pour le jeu de l'anecdote, chez Mars, l'action qui était en Verseau. Mars en Verseau, Mars c'est de l'action. Le Verseau a 2 planètes maîtresses. Avant tout, c'est un signe d'air, donc il a besoin d'agir comme il l'entend, à son rythme, avec son modus vivendi, son système. Il supporte pas qu'on lui donne des contraintes imposées, ça lui casse les pieds. Et ce qu'il aime dans la vie, c'est qu'on lui dit débrouille-toi, fais ce que tu veux, donne-moi du résultat. Et mon Mars Verseau, il est heureux comme tout. Premier constat. Deuxième constat, Mars, l'action, gouverné par le Verseau, a 2 planètes maîtresses, je disais. Saturne, la rigueur, c'est là où je cherchais la rigueur, dans l'exécution. Et Uranus, la créativité. Et toute la subtilité de ce Mars en Verseau, donc la façon dont il déploie son énergie, son effort, va être de jongler en permanence entre ce délicieux équilibre qui consiste à être à la fois rigoureux et créatif. Créatif et rigoureux, on est en jonglerie permanente là-dessus, et c'est là où on va faire émerger sa plus belle valeur ajoutée. Est-ce qu'on en arriverait, vous croyez, Jean-Yves, et je l'espère, alors je ne sais pas si c'est un espoir, un idéal, puisque le poisson, on le sait très bien, est un idéaliste, parfois un peu rêveur, parfois un peu trop, il faut parfois un petit peu redescendre sur Terre, ça j'y travaille aussi souvent, hein, depuis quelques années, c'est aussi le fait que nous devrions connaître effectivement cette astrologie inconsciente, pour la remettre dans le conscient, et pour ce faire, à ce moment-là, pour ne plus rentrer dans des conflits, alors même si le conflit fait partie de la vie, et il fait partie du... Comment est-ce que je vais dire? Le conflit, on le sait très bien, il n'est pas que négatif, le conflit peut très bien générer quelque chose de positif, heureusement. J'ai déjà... De la confrontation naît la lumière. Oui, voilà, exactement, on est bien d'accord. Si on s'entendait tous, et on avancerait, je crois, quelque part, on n'avancerait pas. C'est assez paradoxal ce que je peux dire. Il y a des auditeurs qui sans doute mettent déjà dans les commentaires, vous racontez n'importe quoi, mais je m'en fiche, c'est bien ça. Et je pense qu'on devrait conscientiser cette astrologie pour ainsi dire mieux se connaître de toute façon et mieux connaître l'autre. C'est de toute façon, c'est ça le message. C'est le monde dans lequel on vit et surtout ce qu'on peut apporter à ces manquements, peut-être à ces choses que nous, on ne comprend pas. Il y a des gens qui ne... moi je devine même physiquement, je commence à deviner physiquement si une personne est signe de feu, eau, air et terre, parce qu'il y a comme ça des choses qui se répètent, c'est affolant. On peut même aller très très loin, ça c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on peut aller même jusque là, même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être, dans sa façon de répondre. Il y a vraiment toujours ces mêmes mécanismes, et je me dis non d'une pipe, est-ce que juste, mais vous avez répondu, hein, on peut apporter effectivement ces manquements, mais tout en conscientisant l'astrologie, parce que voilà, elle n'est pas conscientisée de nos jours, on le sait très bien, c'est ce qu'on disait aux antennes, elle a été très très peu accueillie pendant des années, elle a été même au contraire ridiculisée, hein, souvent. Alors Madame Soleil, j'irai contre elle parce que c'était une vraie astrologue, malheureusement, on le sait très bien, et c'est vrai que dès qu'on entend astrologie, on parle de magazine, astrologie de magazine, en 2-3 lignes, il est clair, ça suffit, il est clair qu'en 2-3 lignes, on ne sait pas dire grand-chose, voilà. Bon, c'est un peu j'ai la faiblesse en ce qui me concerne de travailler depuis 30 ans pour différentes presses. C'est pas une faiblesse. Hein, je fais toujours Télé 7 jours, je fais toujours le magazine Elle que j'adore, et mes horoscopes sont repris par le Elle Belgique d'ailleurs sur leur site, hein, pour info. Donc j'ai vraiment des relations avec Elle qui sont c'est des mêmes. Vraiment, on s'aime, quoi. Mais effectivement, la contrainte de l'horoscope, elle est là. C'est qu'on est sur une condition solaire et il y a 12 planètes et 10 planètes et 12 signes. Donc, parfois, il n'y a pas grand chose à raconter. Donc, il y a un peu de broderie, on est obligé d'être un peu élastique, etc. C'est les contraintes du système. Mais ce qui est pernicieux sur les horoscopes presse, qui ont démocratisé, en le réduisant, en le vulgarisant, c'est sa portée limitante. De toute évidence. Pourquoi je parle de Elle avec autant de bien? C'est que j'ai une clientèle hyper ciblée. Ce sont 99% de femmes dans un créneau 40-60. Donc là,
Je suis pile poil dans mon cœur de cible. Mais il y a des magazines pour lesquels on écrit, dont la cliente, avec vis-à-vis desquels la clientèle est tellement large qu'on peut pas. C'est trop, on est trop. Voilà, c'est plus compliqué. Mais il n'empêche que cette base-là, on est très peu d'astrologues à écrire. Ça, c'est un secret de polichinelle, ce que je vais vous raconter. Il y a peut-être, une dizaine de magazines sur les dizaines et dizaines qui existent, qui se donnent la peine de faire travailler un astrologue. La majorité, il y a même des sociétés, c'est vraiment des filous. Ils ont monté un algorithme avec des phrases répétitives. On voit ça dans la grande presse. Des algorithmes avec des phrases toutes faites qui tournent et qui tombent au pif. Donc, comme dans 90% des cas, les horoscopes sont des trucs mais bidonnissimes, graves, qui sont faits par le stagiaire du stagiaire et qui met en place l'algorithme. Enfin, c'est tellement bidon que ça dénature, ça fait énormément de mal à l'astro. Or, vous l'avez compris, dès qu'on commence à t'intéresser mécaniquement au truc, on fait intervenir plusieurs paramètres dans un contexte. Et tout de suite, ça devient riche. Une richesse incroyable. L'astrologie, vraiment, j'invite aux auditeurs à écouter les vidéos de Jean-Yves Espier sur YouTube, et puis de s'intéresser un petit peu plus à tout ça, parce que vraiment, c'est comme je le disais en introduction, c'est vraiment quelque chose que j'y tiens. C'est une clé de compréhension vraiment, vraiment, vraiment précise, et qui, heureusement, nous permet aussi une certaine ouverture, et de ne pas rester enfermé dans un thème astral, surtout, et de ne pas dire, mon Dieu, mon destin, c'est ça. Non, il n'y a pas de destin, il y a effectivement quelque chose d'écrit, ça vous allez mieux l'expliquer que moi. Il y a quelque chose d'écrit, mais on peut toujours avoir effectivement ce libre arbitre, c'est ce qu'on discutait il y a quelques minutes. Voilà. Carrément. On dit les astres invitent mais ne déterminent pas. C'est une mécanique. Après, il faut être très lucide. Je veux dire, plus vous avez de richesse dans un thème, qu'est-ce que j'appelle richesse dans un thème? C'est des planètes qui ont plus ou moins de densité. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont la chance d'avoir, je sais pas moi, un Mars en Bélier, un Mars en Scorpion, un Mars en Capricorne, vont être des profils qui vont avoir une puissance d'action qui va augmenter de façon très marqué le libre arbitre dans l'existence. Ceux qui ont une Vénus en Balance, une Vénus en Taureau, une Vénus en Poisson, vont plus que d'autres avoir la capacité de créer une vie affective riche, heureuse, harmonieuse et épanouissante. Parce que les planètes ont des affinités. Ceux qui ont des Mercure en Gémeaux ou en Vierge vont être des profils qui intellectuellement auront plus de facilité à communiquer. Ceux qui ont des Jupiter en Sagittaire, en Cancer, vous voyez, sont des profils qui vont avoir plus de chance dans la vie parce que c'est un état d'esprit. Donc à chaque fois, c'est plein de finesse et plein de ressources. Quelque part, je pense, là, je reviens au monde professionnel, je pense peut-être que ça se fait dans certains pays, je ne suis pas sûr, peut-être que certains pourraient penser que c'est discriminatoire, mais c'est beaucoup moins discriminatoire, et je crois que vous savez où je veux en venir, ce serait beaucoup moins discriminatoire que de juger sur l'apparence, sur encore une fois la religion, le milieu, la classe sociale, etc. Bien que je déteste ce mot, mais enfin voilà. Et il est là il n'y a rien à faire malheureusement. Ça fait partie un petit peu encore de ce siècle-ci. Mais ce serait pourquoi pas de se baser effectivement sur des signes pour tel ou tel métier. Ce serait fantastique. Alors je sais que ce serait un peu chaotique parce que ça pourrait paraître peut-être un petit peu utopique, mais de pourquoi pas engager sur alors non pas sur un thème astral, mais d'amener justement des personnes qui ont plus les capacités. On dit souvent que les Verseaux, c'est tout ce qui est un petit peu médecine, etc., science. Alors vous allez peut-être me contredire, hein, et j'aimerais autant. Je sais que les Poissons, on dit toujours plus le côté artistique. Il y a le cancer, par exemple. J'ai rencontré beaucoup de cancers, moi, dans ma vie, qui sont très artisans, par exemple, qui ont une patience infinie avec tout ce qui est art, artisanat, que d'autres n'ont pas. Moi, le poisson, voilà, si c'est trop compliqué, à un moment donné, je lâche. Ben, c'est toutes des aptitudes je ne sais pas si c'est utopique, je ne sais pas si ce serait... Alors, je vous propose une hypothèse intermédiaire. J'ai eu en clientèle il y a quelque temps une femme tout à fait délicieuse, comme souvent sont mes clientes, et qui avait cette singularité, c'est qu'elle travaille dans le milieu de la formation. Elle a une société, elle a monté une structure avec une plus grosse structure. Donc, ils font de la formation pour adultes à un niveau énorme. Je ne savais pas que ça pouvait dégager un tel chiffre d'affaires. C'est absolument énorme. Bon, c'est des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ou plus que ça même. Et elle m'explique de façon extrêmement simple que la moitié des jobs qui existent aujourd'hui auront disparu dans 20 ans.
on est dans des mutations de société avec des cycles de reproduction extrêmement rapides qui fait qu'essayer de cibler un métier type devient de plus en plus complexe. Et il est à peu près communément admis qu'aujourd'hui, une vie professionnelle, pour l'essentiel, va nous faire passer sur 1, 2, voire 3 métiers, parce qu'il y a cette évolution sociétale permanente, avec des recyclages, avec de la formation, etc. Donc, on est dans ces circuits-là. Donc, pour définir une activité, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Une autre anecdote, on m'avait fait faire un article là-dessus, c'était de voir les patrons du CAC 40, le truc mais improbable. Et il y avait 40% de béliers parmi les patrons du CAC 40, et il y avait une autre crête qui était les balances et les scorpions. C'est les 3 signes qui apparaissaient on a pris les plus gros patrons, avec une stat comme ça. Donc, c'était du rapport de 1 à 3 parfois. Donc, qui tient interpellant, mais ce n'est qu'une condition salaire. J'aime pas qu'on enferme sur la condition salaire. Où j'ai la conviction que l'astrologie pratiquée avec prudence, pas un orthodoxe, mais quand on commence à structurer, mon cœur de métier, je fuis comme la peste dès qu'on me demande qu'est-ce que je vais faire demain. J'aime pas ça, parce que c'est trop multifactoriel. Je fuis lâchement les gens qui me demandent des consultations là-dessus. Je ne suis pas dispo, je peux pas, désolé. En revanche, là où je me sens hyper à l'aise, c'est les liens humains. C'est mon truc. Les relations de couple, les relations avec les parents, avec les enfants, surtout, là, on me demande comment ça va se passer. Mon truc préféré, c'est quand j'ai un appel sur deux comme ça, c'est Jean-Yves, j'ai rencontré Pierre-Paul Jacques, il est des temps, vous en pensez quoi? Et je me fais un plaisir à faire une décortication des 2 profils en parallèle pour voir comment ils se comportent en société, est-ce que leurs petites consciences sont cohérents, est-ce que leurs ressentis, leurs émotions, leur inconscient sont en concordance ou pas. Hyper important, parce que quand on vit avec quelqu'un, on vit avec la lune de l'autre, donc l'inconscient et les émotions. Comment est-ce qu'ils vont communiquer? Est-ce qu'ils vont être synchrones dans leur concept de communication? Est-ce qu'ils sont le même type d'affection qui fait qu'au niveau de la connexion à la peau, ça va se faire ou pas? Parce que parfois, il y a des gens avec qui intellectuellement c'est top, mais dès qu'on se touche, c'est une horreur, et réciproquement. Et est-ce qu'on va agir ensemble avec des projets communs au même rythmique ou pas? Donc, et là, on voit très vite, presque comme ça, avec l'expérience, où c'est fluide, où ça coince, ce qui va être les piliers, les points sur lesquels on va travailler. Et là, ça devient d'une richesse infinie. Et si ça marche dans les couples, cela ne peut que marcher au niveau des relations professionnelles. C'est magnifique. Et c'était vraiment ma prochaine question, justement, et vous y avez répondu brillamment, justement, sur les couples, parce que c'est vrai que c'est très, 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 très important. Mon Dieu, je ne supporte pas les disputes de couple, et les disputes en général, qu'elles soient amicales, qu'elles soient relationnelles. C'est quelque chose je disais encore une fois, voilà, oui, ça fait partie de la vie, mais si elles peuvent être évitées, surtout quand elles sont virulentes et parfois stupides, parce qu'on sait très bien, les quiproquos, c'est souvent sur des stupidités, des futilités, si on a conscience finalement de la personne avec qui on est en face, et là je dis encore une fois sur un plan peut-être plus basique, mais au niveau astrologique, au niveau... Voilà, moi ça m'a beaucoup aidé, par exemple, personnellement, là j'apporte un petit témoignage, ça m'apporte énormément par rapport à qui je vais rencontrer, au signe de la personne, à l'ascendant. Alors attention, ça c'est trop long à expliquer ici. Il ne s'agit pas de se baser uniquement que sur le signe solaire, le signe lunaire. Ça ne se résume pas à ça. Il y a toutes les influences des maisons, effectivement, des planètes dans un thème astral. C'est un grand mécanisme, comme je vous disais, un peu comme l'illustration derrière ici. C'est vraiment ça, c'est tout un ensemble qu'il faut analyser. Et si vous n'êtes pas dans l'astrologie, si vous n'avez pas commencé cette étude de manière quand même sérieuse, et puis surtout, voilà... Que vous l'introduisez quand même en vous, que vous l'appréhendez de manière quand même globale. On ne peut pas analyser une personne que par son signe et que par son ascendant. Ce serait très très réducteur. C'est ça qu'il faut vraiment bien dire. Mais c'est quand même quelque chose de, pour moi en tout cas, fondamental. Et je remarque que je ne me trompe plus ou moins jamais, sans vouloir me mettre la dragée haute. C'est vrai qu'il y a toujours, je sais où ça va coincer et je sais où ça va marcher, par exemple. Avec une relation, c'est incroyable. Mais c'est un exercice que je me fais, j'en ai jamais parlé, en fait. C'est grâce à vous que j'en parle, parce que c'est relativement, peut-être réducteur, qui vont dire, mon Dieu, mais non. Mais non, c'est intéressant parce que nous sommes finalement, on devient des enquêteurs. Voilà. Moi, j'ai déjà dit ça souvent, dans certaines émissions, que la vie doit être une sorte d'enquête. Ça doit être un jeu. Une enquête, une découverte, voilà, et l'astrologie fait partie de ça pleinement.
Et encore une fois, inconsciemment, quelque part, si on n'intègre pas, si on pense que tout ça c'est du vent, non, c'est vraiment bien là, et ça nous sert justement, ou ça peut aussi desservir, mais ça peut nous servir surtout. Et c'est ça le but que Jean-Yves est en train de nous expliquer, c'est de pouvoir apporter effectivement ces balanciers, sur lequel parfois on accroche et on ne sait pas par lequel... voilà. Plutôt que d'aller voir parfois un psychologue, là je m'excuse pendant 20 ans, qui va pas pouvoir vous décrire, tant pis, hein, c'est moi qui le dis, c'est pas Jean-Yves. Allez voir un astrologue, et vraiment, il y a des choses vraiment à comprendre, c'est incroyable. Et c'est instantané, c'est relativement instantané, c'est ça qui est dingue. On peut, Jean-Yves, vous le savez mieux que moi, on peut dire, sur un thème astral, on peut dire déjà beaucoup de choses, sur 20 minutes par exemple, j'invente, même pas. Rendez-vous comme ça, moi. J'amorce tous mes rendez-vous avec le besoin de me synchroniser avec mes interlocutrices, en fait, parce que 98% de femmes code clair. Et le premier réflexe qui est le mien, c'est de leur dire, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi vous décrypter de façon complètement spontanée. J'ai un côté ado là-dessus, même pas besoin de m'en étudier, je l'assume très bien. Et ce qui fait que je leur dis, j'aurai votre carnissé sous les yeux, comme j'ai la vôtre là, et je leur dis pendant 5 minutes, je vais vous parler spontanément de vous, puis après vous me faites des rectifs en fonction de l'évolution, de ce qui s'est passé, et je fonce bille en tête en disant voilà pourquoi je vais vous décrire, je vais vous donner quelle image vous projetez, comment les autres vous voient, quels sont vos objectifs conscients dans la vie, comment vous ressentez les choses, comment vous communiquez, comment vous aimez, comment vous agissez, et tout ce que je verrai apparaître. Mon objectif étant de me connecter à l'autre, de me synchroniser avec l'autre, d'être sur la même longueur d'onde que l'autre. Parce que c'est à ce moment-là qu'on crée le lien humain qui va nous permettre d'ouvrir la brèche à tout ce qu'on va se raconter derrière pour aller en profondeur, en substance sur les enjeux qui sont au-delà de l'apparent et d'aller voir dans les mécanismes les plus profonds ce qui nous anime, ce qui nous mobilise et ce pourquoi on vient me consulter en réalité. Subtilitas. Et puis, alors, ça va vous faire sourire, Alexis, mais j'ai mis en place ainsi une formation d'astro, parce que j'aurais adoré avoir ça il y a 40 ans, et donc je l'ai fait, voilà, avec un camarade qui m'a pris par la main, qui m'a un peu structuré ça, et maintenant, j'ai des formations en ligne, et des formations, j'ai une première année, là, la deuxième année va sortir dans très peu de temps, et pour apprendre les bases, parce que j'ai une grosse demande, et parmi la demande, bon, c'est pas un secret d'État, j'en ai vendu plus de 1000, c'est énorme, en fait. Donc donc ça change, il y a quand même quelque chose qui change. Ouais. Magnifique. Et à peu près 40% des gens qui m'ont acheté cette formation sont des thérapeutes, des psychologues, des gens dans le développement personnel, des médecins. Intéressant, hein? Des profils qui s'intéressent à l'humain dans tous les corps de métier, des gens qui sont dans les ressources humaines, des profils qui sont en recherche de reconversion, bien évidemment, et j'ai une recherche de creuser le pourquoi du comment de l'humain avec une approche plus structurée. Et c'est ce qui, moi, nous a fait un bien fou à nous, les astrologues, enfin, du moins ceux qui pratiquent avec un peu de passion, de rigueur et de recherche, de structure, on va dire, ça a été depuis 50 ans, presque 100 ans, mais 50 ans plus marqués, les dérives de l'horoscope par je spectre, presse écrite, etc., c'est une chose, mais l'apparition de la psychanalyse, la démocratisation des thérapeutes, l'ouverture d'esprit au travail sur nous-mêmes, cette trilogie de développement personnel qui est en train de se mettre en place subrepticement en ce moment-là, qui s'appuie sur 3 piliers, qui s'autostructurent, bonne santé physique, faire un peu de gym, voilà. Bonne santé alimentaire, pas boulotter n'importe quoi. Et puis bonne santé psychique, en essayant de trouver ce qui nous mobilise, ce qui nous anime, là où on est bien, etc. Ce trio-là, c'est l'avenir. Et donc, parmi les outils qui permettent de mieux se connaître, l'astro entre de plein pied dans ce qu'il est à la base, un premier outil de développement personnel par le connais-toi toi-même. C'est Socrate, connais-toi toi-même et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi. C'était gravé sur les temples de Delphes. On a ça comme structure de pensée, c'est les bases de la philo. Je vais pas revenir sur ce que j'ai fait pendant 20 ans, mais on est dans ces mécaniques-là. Travailler sur soi. C'est incroyable, c'est vraiment ça. Je suis content que vous le dites parce que c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer. À travers justement l'astrologie qui est justement, encore une fois, ça c'est moi qui le répète,
une des clés, voire la clé. Pour moi, c'est quelque chose voilà. Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste dans l'astrologie. J'ai quelques petites connaissances comme ça, mais vraiment, c'est pour moi un des fondamentaux de la compréhension de notre individu et de notre monde, justement. C'est vraiment c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose. Alors, j'aurais encore une dernière question, et après, voilà, on terminera tout doucement sur votre actualité, hein, Jean-Yves. Je suis certain que dans les commentaires, il y a des personnes qui se demandent, on y a déjà répondu, mais en résumé, globalement, y a-t-il dans les couples des signes astrologiques incompatibles? Oui. Oui, d'accord. Magnifique. Ok. Bon ben alors c'est parfait. Question claire, réponse claire. On développe? Allez. On développe? Oui, okay. Un petit peu. Prenons 2-3 exemples dans le concret. Le plus flagrant, c'est il y a plusieurs séquences de connexion à l'autre. Je vais essayer de simplifier. Oui, je sais, c'est compliqué comme question. Ouais, c'est assez compliqué. Mais si on prend, par exemple, tiens, le couple Soleil-Lune, c'est la base. Conscient-inconscient, c'était le préambule de notre amorce de raisonnement. Soleil, Lune, conscient, inconscient. Soleil, c'est qu'est-ce que je veux consciemment dans la vie, quelle est ma force de réalisation volontaire. Et Lune, c'est quels sont nos besoins affectifs. D'accord, nos besoins émotionnels, paisibles au quotidien. Vous avez des couples qui vont très bien s'entendre parce qu'ils vont avoir des objectifs sociaux communs, mais qui à la maison vont être chien et chat. Hein. Prenons un des exemples les plus aigus pour une incompatibilité structurelle, ça serait au niveau des soleils, mais surtout des lunes, parce que la lune c'est le quotidien. Quand on vit quelqu'un, on vit que sa lune, encore une fois. Vous mettez en adéquation une lune en bélier et chez l'autre une lune en capricorne. Ce sont des lunes qui sont ce qu'on appelle en carré, en demi-opposition, qui sont toutes les deux des lunes gouvernées par Mars, l'agressivité. Le premier en bélier par l'ego du soleil et par l'agressivité de Mars, c'est l'impatience du printemps. Et chez les lunes Capricorne, c'est le froid de l'hiver, mais en même temps Mars, la volonté, la rigueur, le recul et la mécanique de défense. Donc vous avez là un cas de figure extrême de risque d'incompatibilité fondamentale dans une relation de couple. Le degré d'usure va être maxima, parce que vont rentrer dans leur système de fonctionnement le rapport de force sur lequel ils sont construits archaïquement, dont il est très difficile de se départir, qui fait que la vie n'est qu'un rapport de force, et où on a l'ascendant sur l'autre, où on se fait bouffer par l'autre, et c'est empirique. On est dans des spirales qui sont pas du tout vertueuses. Et puis, sur le même principe, il y a des profils qui sont incompatibles parce qu'on dit qu'il y a jamais deux coques dans le même basse-cour. C'est vrai, oui. Donc, par exemple, il y a une statistique qui a été faite, c'est un bouquin de Günther Sachs, qui était un ancien mari de Brigitte Bardot. Il a fait un truc en Suisse qui était tout à fait délicieux de légèreté, comme ça savait de quoi se raconter. Voilà. Et il a fait une stat avec des statistiques en Suisse, quoi, sur le nombre de divorces, le nombre d'accidents, en fonction des signes. C'est drôle. Hein. Et vous avez, je crois, de mémoire, hein, j'ai peur de dire une ânerie, ça m'arrive hein, dans tout ce qu'on raconte. Il avait laissé apparaître que les couples Lion-Bélier, il y avait plus de divorces. Pourquoi? Parce que c'est les deux endroits où les égos sont les plus forts. Les égos sont les plus puissants. Hein. Et puis, parfois, il y a des profils, on se dit, ils ont tout pour s'entendre, mais ils se séparent, ils deviennent copains. Parce que, par exemple, prenons des profils, je sais pas moi, très air, très verso, très balance. J'adore les balances au niveau de l'humain, très verso, très gémeaux. Sont des profils qui sont absolument pas dans la domination, qui sont dans la légèreté, dans l'amitié, dans le détachement, etc. Donc, ce sont pas des couples ni passionnels, ni figés, ni rien. Donc, il y a cette légèreté qui fait que ces deux gentils qui vont avoir du mal à se connecter parce qu'aucun des deux ne veut s'engager ou on a peur d'envahir l'espace de l'autre. Donc, vous avez des profils adorables qui se croisent et qui se mixent pas parce qu'il n'y a pas la force de la connexion. Et donc, vous avez le contraire, les attirances, les signes de air qui vont être attirés par les signes de feu, les signes d'eau qui vont être attirés par les signes de terre, où il y a de très belles combinaisons, et d'autres où ça fonctionne moins. Demain, vous tombez sur une femme bélier, vous, avec tout ce que vous avez en poisson, elle va se dire il est vachement gentil, il est sympa, mais où il est mon répondant en face? Mais vous allez dire, mais c'est quoi cette recherche de conflit permanent? Ras-le-bol, c'est pas possible. Hein, ou alors une lionne qui va tout bouveloter et qui va... j'en souris.
Tout est possible, tout peut fonctionner, mais faut bien comprendre qu'il y a des endroits où vraiment ça coince. Et il y a un truc magique à reconnaître, ça faut vraiment me le graver dans le marbre aussi, dans les relations dites idéales. C'est lorsque je vois le soleil de l'un dans le même signe que la lune de l'autre. Par exemple, si vous êtes bélier, allez chercher, si vous êtes une femme bélier, allez me chercher un homme bélier. Si vous êtes une femme taureau, allez me chercher un homme qui a la lune en taureau, et ainsi de suite. Hein, et ça marche dans les deux sens. Alors vous, c'est plus compliqué parce que vous avez le soleil et la lune en poisson. Donc là, c'est un cas atypique parce que vous êtes ouvert. Mais par contre, je m'excuse de vous couper, Jean-Yves. Mais par contre, ma femme, par exemple, sans rentrer dans l'analyse, elle est Verseau ascendant Lion et sa lune est en Scorpion. Eh bien, c'est mon ascendant en Scorpion. Et ça match. Oui, entre autres, hein. Mais ça je pense que ça match pour une raison. Et certainement pas vous compter, Alexis. Hein, chacun a, c'est un but respectable, hein, mais je vois surtout le trigone de vos lunes. Qu'est-ce que sont le trigone de vos lunes? C'est-à-dire que vous avez une lune en poisson, elle a une lune en scorpion. Nous sommes dans les deux cas, face à des natures extrêmement intuitives. La lune, dans un signe d'eau, augmente l'importance du ressenti de l'intelligence émotionnelle. La lune en scorpion, dans son cas, j'en ai une aussi, est une lune extrêmement angoissée, avec des ressentis de l'enfance, avec des peurs archaïques, qui font qu'il y a eu des expériences difficiles. Donc on a la trouille, on a du mal à pratiquer le lâcher-prise, la petite mort du sommeil. Donc ça donne souvent des profils extrêmement vigilants, qui sentent, qui ont du mal à débrancher. La métaphore qui me vient à l'esprit, la lune scorpion, c'est il y a 3 millions d'années, si on avait un ennemi qui surveillait l'entrée de la grotte pour éviter que la tribu se fasse boulotter par les prédateurs, ça devait être des lunes en scorpion parce qu'ils dorment pas bien, ils sont tout le temps sur le qui-vive. Or, le fait que vous mettiez en relation une lune scorpion chez votre épouse et vous qui avez une lune poisson qui a un modèle d'absorption sur le plan émotionnel, vous devez avoir un talent pour éteindre ces incendies psychiques. Un talent pour éteindre ces incendies psychiques. L'amour. L'amour. Clair. Oui, très. Mais c'est vraiment ça, oui. Mais oui, mais voilà, il y a effectivement beaucoup de choses à dire et puis c'est pas le but ici. Voilà, mais en tout cas, Jean-Yves, grand merci, à moins que vous n'ayez encore quelque chose à rajouter là-dessus. Sinon, que de toute façon, nous souhaitons aux auditeurs, après on va revenir sur votre actualité, nous souhaitons aux auditeurs vraiment de trouver leur complémentaire. Voilà, leur amour bien sûr, mais leur complémentaire si on parle sur l'astrologie. Le point le plus important, c'est effectivement, vous avez, je suis confronté, moi, en clientèle, parce que j'en ai fait depuis 30 ans, à des cas de figure vachement différents. Et je suis un féru convaincu, on est des mammifères sociaux, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Pas faits pour vivre seuls. Donc ce sont des mécaniques de repli qui sont généralement, on ouvre une brèche qui est le repli, et le repli dans la pyramide des peurs, le repli c'est ce qui ouvre les fenêtres d'une famille de pathologies qui s'appelle les dépressions. Donc, si on raisonne sur les 3 grandes pathologies types, hein, c'est le face à la peur, on a 3 réactions types, ou c'est la paralysie, la famille des dépressions, ou c'est l'agressivité retour, et c'est la famille des paranos, ou c'est la fuite, et c'est la famille des névroses. Voilà. J'ai écrit un bouquin avec un psychiatre, c'est ce que je vous racontais, on en a vendu 3,5, tellement c'est chiant, mais il a le mérite d'exister, et moi j'aurais appris ça au passage. Donc, on est dans ces mécanismes-là, hein, qu'il faut combattre en les structurant, parce que cette force de l'inconscient, elle est fondamentale. C'est elle qui nous anime, finalement. Je vous parle de la Lune, là-dessus. Oui, non, ça vous dit ou pas? Ou je vous parle de... Oui, allons-y, Jean-Yves. Je vois très clairement, et vous sentez mes accointances avec la psychanalyse. Hein, je pense que vous là. On est construit sur le mécanisme lunaire, parce que le thème central, c'était l'inconscient. Vous aimez ce thème, et moi aussi. Donc, pour en venir et pour boucler, pour vous donner une information un peu choc sur ce mécanisme-là, l'inconscient qui est la lune dans mon esprit, je vois des aspects lune-Neptune chez Baudelaire-Rimbaud, une inconscient extrêmement dimensionné, mais l'inconscient, c'est Jung, hein, c'est Neptune. Il a écrit des choses passionnantes, Jung, sur l'astrologie, sur Neptune. Mais l'inconscient, c'est la lune. La lune, c'est l'enfance. Ça démarre avec l'enfance. La lune, c'est la mère, nourriture, qui doit pour fonction d'apporter satiété affective et alimentaire. C'est le boulot de la mère.
Dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on constate? On constate de plus en plus de personnes autour de nous, voilà, sommes dans des mécaniques de ressenti, donc c'est subjectif, mais de carence affective. Voilà. Donc j'ai pas été assez aimé, pas assez encouragé, pas été assez nourri. On a préféré mon frère, elle préférait bosser, elle n'était pas affectueuse. Donc on traîne les mécanismes inconscients de cette lune, de ces mécanismes inconscients de la lune. Et puis ça se traduit. À partir du moment où on a un ressenti de carence, ça se traduit par ce qu'on appelle la trilogie des boulimies compensatrices. Il est intéressant ce concept-là. La trilogie des boulimies compensatrices. Ça veut dire que de façon faible ou hyper, on va compenser sur 3 paramètres, dans 3 secteurs. Ça va être alimentaire, affectif ou financier. Il y en a des milliers, mais sur les 3 centraux. Et c'est là où on va repérer très vite dans une carte du ciel, en fonction de la qualité de la lune et donc de la puissance de l'inconscient, parce que je fais l'association entre les deux. Si vous avez affaire à des profils lune carencée, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer sur le plan alimentaire des anorexiques ou des boulimiques. Sur le plan financier, ça va donner des dispendieux ou des radins. Et sur le plan émotionnel, ça va donner des profils qui ont besoin d'être aimés à tout prix ou qui vont être dans des mécaniques de rétention où ils vont aimer personne. Vous voyez l'idée? On va chercher des ressorts comme ça qui sautent aux yeux quand on maîtrise un peu le système. Vous voyez les ponts qu'on fait avec la psychanalyse et le gain de temps énorme qu'on peut obtenir avec ça? C'est redoutable, Ah, c'est redoutable, mais c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Voilà comment faut et l'astro, du moins à mon échelle et à mon niveau. Je suis entièrement adepte. non, j'aime pas le mot adepte, mais globalement, je suis tout à fait d'accord avec ça, et surtout, voilà, si ça peut effectivement raccourcir un tout petit peu une psychanalyse, voire une analyse même tout court, ma foi, si vous voulez recevoir des réponses d'un astrologue comme Jean-Yves Espier ici en ce moment, écoutez, contactez-le sans hésitation aucune. Alors, justement. Alexis, pour moi, l'avenir, c'est plus les rendez-vous, parce que j'en ai sans entrer à un secret d'État, j'en donne 10 par semaine et j'en ai entre 10 et 20 demandes par jour. Donc, je suis pas trop demandeur de charger la mule, à moins que ça soit des confrontations affectives, des thèmes comparés. Ça restera toujours mon bébé. Là, je suis toujours ouvert. J'ai une faiblesse à m'attirer par ça. Mais pour moi, l'avenir, c'est ce que je suis en train de faire avec l'école d'astrologie et les formations. Pourquoi? Parce que je limite, je fatigue. Là, depuis 3-4 ans, j'en ai donné beaucoup trop, ce qui fait que j'ai pris 10 ans en 3 ans. C'est une horreur, physiquement, psychiquement, ça m'a vidé. Donc je vais crever là. Donc je lève le pied sur les consultations. Donc c'est affreux de dire ça. Je suis plus trop demandeur, vraiment. Mais je vais commencer ma première année de formation. Je fais la deuxième, faire la troisième, et ensuite je graverai en formation diplômante pour former les futures générations. Je comprends. Mon objectif, il est là, c'est transmettre. Oui, c'est ça, je comprends. Comme on dit souvent, donnez du poisson à un homme, il mangera ce soir. Apprenez-lui à pêcher, eh bien, il mangera toute sa vie. En somme, l'astrologie, c'est ça. Devenez astrologue vous-même. Notamment, grâce à des formations et aux messages transmis de Jean-Yves Espier, qui, je le rappelle, encore une fois, a une chaîne qui grimpe chaque jour, chaque semaine qui passe. C'est dingue, ça a été rapide, et je suis vraiment content de cette prise de conscience, justement, sur l'astrologie aussi. Alors, il faut dire aussi que vous avez le chic de résumer aussi l'information tout en étant quand même complet, malgré tout, en étant détaillé, bien loin des magazines, on est bien d'accord, mais surtout de manière concise, et quelque part, j'ai envie de dire, une sorte de vulgarisation, et c'est pas péjoratif, pas du tout, une sorte de vulgarisation de l'astrologie pour qu'elle soit compréhensible au plus grand nombre. Alors, c'est le but, c'est l'idée, c'est l'objectif. C'est le but, voilà. Surtout, le point sur lequel je suis attaché, c'est de voir ce qui fonctionne. C'est vraiment une philosophie de vie. Vous avez, je vais pas rentrer dans les trucs trop psy, mais en gros, en substance, si vous regardez devant vous ce qui fonctionne, on va avancer. Si vous regardez ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous ralentit, ça va être des boulets aux pieds qui vont être des entraves, qui vont bloquer toute progression. Donc, moi, je préfère, c'est affreux de dire ça, je préfère un qui agit que 10 qui réfléchissent. J'aime la volonté de regarder devant et de regarder le positif et ce qui fonctionne. Et ma structure de pensée, elle est très très marquée par cet état d'esprit-là.
Parfait, Jean-Yves. Grand merci. Votre actualité, donc cette formation qui est disponible. Sur mon site, absolument. Ou alors quand tu regardes une de mes vidéos, j'ai même fait une micro-formation gratuite pour donner envie, C'est ça. Je mettrai aussi le lien également, bien sûr, en description. Et donc, eh bien, écoutez, moi, abonnez-vous à la chaîne de Jean-Yves Espier, et la chaîne éponyme d'ailleurs, tout simplement, et vous aurez l'information. Et puis, j'espère qu'on vous aura donné, en tout cas, que Jean-Yves Espier, mon invité d'aujourd'hui, vous aura donné l'envie d'aller un peu plus loin dans l'astrologie, qui est loin d'être une étude fumeuse, mais bien quelque chose de vraiment concret, vraiment j'insiste, j'insiste en tout cas parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc forcément voilà. Donc en tout cas grand merci Jean-Yves Espier d'avoir accepté cette interview. Franchement c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'était de vous interviewer, voilà, sans jamais vraiment oser le pas. Eh bien le pas a été franchi, et donc voilà, j'espère qu'on aura en tout cas bien éclairci certaines personnes, vraiment, et je pense que c'est le cas. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup à tous. Eh bien, grand merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas si c'est le cas. Moi, je vous fais de toute façon de gros bisous comme d'habitude. On se retrouve normalement la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle émission, un nouveau thème, un nouveau sujet, comme vous le savez. Chaque semaine, abonnez-vous, commentez, likez, faites ce que vous voulez, comme je le dis à chaque fois. Et puis surtout, tous des bisous, et à tout bientôt. Ciao, ciao, au revoir.